couper le début. Je pourrais Couper le début. Donc bienvenue pour la revue d'actualité. Comme chaque fois, nous allons démarrer par la partie Microsoft, avec pour des bulletins rien d'exceptionnel, un certain nombre de vulnérabilités sur Internet Explorer, mais c'est plutôt commun. 10 vulnérabilités ce coup-ci, 9 exécutions de code à distance et un contournement d'ASLR. Une vulnérabilité d'exécution de code à l'ouverture d'un fichier Office. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on en parlera un petit peu après, il y a aussi une vulnérabilité de code à l'ouverture d'un fichier OpenOffice. Donc il n'y a pas que Microsoft qui a ce type de vulnérabilité. La particularité, c'est que celle-là est exploitée dans la nature en ciblant Word 2010. Celle-là, par contre, a fait beaucoup parler d'elle. C'est la vulnérabilité concernant 2IS qui permet, dans le meilleur des cas, uniquement de réaliser un délit de service sur 2IS et dans le pire des cas, d'exécuter du code à distance. Malheureusement, c'est encore un problème de parsing d'un des en-têtes qui est l'en-tête range qui permet de spécifier une partie, un morceau d'un fichier ou d'une page qu'on veut récupérer, par exemple pour faire du resuming. Et en fait, il y a deux integer overflow dans le code de Microsoft lors du calcul de la longueur du morceau à récupérer et dans le calcul de la position de fin du morceau que l'on doit récupérer. Ce qui fait qu'en fait, les integer overflow donc, se font d'affilée et permettent ensuite d'exécuter du code. Alors pour exécuter du code, c'est un petit peu plus compliqué. Pour réaliser juste un délit de service, il suffit de demander un range de l'octet 0 à l'octet donc 18 beaucoup, qui est en fait le max INT 64 bits, donc FFFFFF en 64 bits. Pour exécuter du code, en fait, le code doit être contenu dans différents ranges qui sont positionnés donc, à la suite de l'entête et qui permettent d'initialiser son code, son shellcode avec ses valeurs, ensuite d'exécuter le code. Vous avez différents articles qui détaillent la vulnérabilité, en particulier celui du CertFR, donc le troisième lien, qui l'explique en français. J'ai vu la même chose sur Apache il y a 1 ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, un DOS avec le header range, il me semble. C'est un délit de service tout à fait, mais c'était un peu plus compliqué parce que là c'est juste, il suffit de mettre deux valeurs, alors que le DOS d'Apache c'était mettre plein de ranges et de demander donc plein de morceaux différents du même fichier et en plus de demander de les compresser, ce qui faisait une surcharge, entre guillemets c'était légitime, mais ça faisait une surcharge CPU et RAM côté serveur et donc ça finissait par créer un délit de service. Un des points quand même remarquables, c'est qu'on est en 2015 et que cette vulnérabilité n'a pas été remontée depuis, alors finalement c'est juste réutiliser l'entête range avec deux valeurs 0 et le max INT 104 bits. Bon, c'est surprenant de retrouver encore ce type de vulnérabilité aujourd'hui, mais quand on voit du shell shock, du Heartbleed de l'année dernière. Ensuite, une vulnérabilité d'exécution de code dans le moteur graphique de Windows, dans le traitement des fichiers EMF de Microsoft. Et pour une fois, ce n'est pas l'équipe de Google Zero Day qui a découvert cette vulnérabilité, parce que précédemment, c'était Michael Zalewski qui avait découvert des vulnérabilités dans le parseur PNG, TIFF et JPEG de Microsoft. Vulnérabilité SharePoint, enfin XSS, une vulnérabilité, alors en soi pas exceptionnelle sur le planificateur de tâches de Windows. Par contre, le côté rigolo, c'est que c'est un correctif sans correctif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correctif installé sur le poste. La vulnérabilité consiste en fait à réutiliser des tâches planifiées invalides ou mal formatées et d'injecter son propre code dedans pour pouvoir exécuter après un binaire lorsque la tâche est appelée. Et en fait, le correctif ne fait que vérifier qu'il n'y a pas de tâche planifiée invalide et s'il en trouve, les supprime. La question que je me pose, c'est le mois prochain, s'il y a de nouveau des tâches planifiées invalides, qu'est-ce qui se passe? Une vulnérabilité au niveau du noyau qui permet de réaliser une élévation de privilèges, encore découverte par Google, relativement complexe. Je vous conseille d'aller regarder, mais c'est assez rigolo de voir que les systèmes de fichiers sont montés comme des DOS devices avant leur utilisation, sont partagés et en créant des liens symboliques sur ces systèmes de fichiers montés lorsqu'on y accède, il est possible d'usurper une identité et donc d'exécuter du code en tant que système. La suivante n'est pas intéressante, si ce n'est dans l'équipe qui l'a découverte, Jonathan Brossard, français. Il travaille chez Salesforce. Apparemment, il travaille chez Salesforce. Pour moi, il était Toucan, mais ou alors peut-être Toucan sous-traitant. Enfin, Salesforce sous-traitant Toucan.
Une vulnérabilité sur ADFS qui est le service de fédération d'identité de Microsoft qui en gros permet de faire du SSO, de transformer des tickets SAML en carte rose, inversement, etc. Le fait est que si un utilisateur depuis un navigateur a une session ouverte sur ADFS et ne ferme pas le navigateur, se délogue mais ne ferme pas le navigateur, dans ce cas-là, l'utilisateur qui revient derrière peut reprendre sa session et reprendre ses droits. C'est exactement le problème qu'il y a avec les certificats, avec une authentification par certificat client. Lorsqu'avec un navigateur, on choisit un certificat client pour s'authentifier sur une application web, même en se déconnectant à la connexion suivante, si ce n'est qu'une authentification uniquement par certificat et non pas par login mot de passe avant, le navigateur garde en mémoire le certificat, ce qui fait que l'utilisateur se déconnecte, laisse le navigateur, je reviens derrière, je me reconnecte à l'application et qui pousse automatiquement le certificat pour s'authentifier. Ensuite, une fuite d'informations sur ASP.NET qui permet de récupérer une partie du fichier web.config. J'ai pas trouvé de détails sur quelle partie et les détails de la vulnérabilité, en tout cas c'est pas public. Et la dernière, qui est une vulnérabilité de déni de service sur Hyper-V. Donc depuis une machine virtuelle, il est possible de planter l'hyperviseur. Ce genre de vulnérabilité est plutôt intéressante, surtout avec l'arrivée de Windows 10. Alors, déni de service moins, quand on commencera à exécuter du code, là ça deviendra intéressant, parce que Windows 10 embarque directement Hyper-V et l'userland, enfin l'utilisateur n'a plus réellement accès au kernel, tout passe par la communication vers un hyperviseur. Bon, comme tous les mois, encore une fois, Microsoft continue toujours à mettre à jour Windows XP Embedded Post-Ready, donc la version Point of Sale, caisse et autres, sans toujours le communiquer. Au niveau des advisories, Microsoft redésactive SSL V3 sur Internet Explorer 11. Il l'avait désactivé précédemment, je crois que c'était en mars. Puis, du fait d'effets de bord, l'ont réactivé et de nouveau désactive SSL V3. Ensuite, aussi, Microsoft a sorti un outil, donc LAPS, Local Administrator Password Solution, qui, on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, permet en gros de faire comme un coffre-fort de mots de passe. C'est un grand mot, mais on y reviendra. Sur le papier, ce qui permet en gros de gérer plus simplement tous les mots de passe des serveurs, enfin les mots de passe d'administrateur local des serveurs à distance, en les choisissant au hasard et en ayant des mots de passe différents de tous les serveurs. Parce qu'une des problématiques, c'était que dans un domaine, si j'arrivais à pirater un serveur, j'avais le mot de passe admin local, j'avais le mot de passe admin local de tous les serveurs. Donc je pouvais après continuer à me propager sur le réseau. Et une 0D de Google 0 concernant Windows 8 qui permet de sortir de la sandbox. Concernant l'actualité, donc Windows 10 apporte pas mal de nouveautés encore, dont la fin du fameux Patch Tuesday. En tout cas pour les entreprises, ce sera maintenant des mises à jour au fil de l'eau, dès qu'elles sortiront. Apparemment, certains clients de Microsoft, entre guillemets, je pense suicidaires, souhaitent avoir les patchs dès leur sortie, à la seconde près. Comment ils font pour le processus de test? Très bonne question. Et surtout, on a déjà parlé aux différentes revues précédentes, depuis on va dire, l'été dernier, Microsoft a quand même sorti, je crois, 4 ou 5 patchs qui généraient qui plantaient complètement le système, qui généraient des écrans bleus. Moi, ça m'inquiète un peu pour la stabilité des systèmes. Par contre, ce n'est pas obligatoire. On peut après déployer ces patchs comme on le souhaite, réaliser ses campagnes comme avant. Excuse-moi, mais pourquoi le fait pour les utilisateurs en général de recevoir 30 patchs tous les mardis chaque mois, bien sûr, au fil de l'eau, va améliorer leur processus de test pour eux? Parce que parfois ils sont un peu trop pressés à sortir les patchs et qu'on suppose qu'en sortir tous les mois, ça leur laisse le temps de tester les patchs, de les valider avant de les déployer. En général, les gens déploient sur. Hypothétique, hein, Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Processus de QA. Mais comme normalement, en prod, tu testes d'abord les patchs sur tes serveurs, des serveurs de test entre guillemets, tu les développes pas en prod, ce qui pourtant arrive. Bah, il y a quand même des indices, il y a pas les mêmes patchs pour les mois pairs et les mois impairs par exemple. Je sais que les mois, traditionnellement il y en a plus, c'est les mois pairs, je crois. Parce que la QA Microsoft justement fait qu'en gros il y a 15 patchs tous les mois pairs et puis 3 les mois impairs. Donc si, il y a quand même une vraie QA chez Microsoft et non, mais je veux dire, on a quand même quelques indices sur le fait qu'il y a quand même des processus. Alors effectivement, il y a quelques problèmes récemment qui n'existaient pas dans les années précédentes. Donc peut-être qu'il y a eu un essai là-dessus, j'en sais rien, mais c'est purement empirique.
détruit quelque part. Parce qu'un éditeur dont la politique de patch est connue, c'est Red Hat. Red Hat, oui, nous maintient une compatibilité binaire, par exemple. Donc, un engagement de l'éditeur sur sa politique de test. Là, on parle plus de la politique de test côté client. Par exemple, moi, je suis une entreprise, j'ai 10 000 postes Windows. Théoriquement, je vais tester soit sur des postes de test, soit sur un petit périmètre pendant une semaine, puis un autre périmètre un peu plus large pendant 2 semaines, et enfin, j'applique tous les patchs à tout le monde. Donc ça, c'est faisable si je le fais une fois par mois, et encore, c'est pas simple. En revanche, si j'ai des patchs qui sortent 3 fois par semaine, ça devient très compliqué de gérer vraiment mon test. Est-ce que c'est le patch 1 qui a fait planter? Est-ce que c'est le patch 2 qui est sorti 3 jours après? On n'arrive plus à s'en sortir, en fait. Parce qu'il peut y avoir des choses qui font planter tous les Windows, il y en a d'autres qui peuvent faire planter des choses qui sont liées à un applicatif spécifique qui est installé chez le client. Enfin, voilà, c'est compliqué de gérer un processus de mise à jour en continu. Quoi. Le client, il peut fonctionner comme avant, il attend le 3e mardi du mois, il passe tous les passes dispo. Oui, c'est sans doute ce qui sera fait d'ailleurs. Enfin, avec la plateforme dessus, c'est possible effectivement de planifier sa campagne de mise à jour. Donc, autre retour en arrière, entre guillemets, c'est que Microsoft revient en arrière sur l'arrêt du support de SHA-1. Donc tous les certificats émis avant janvier 2016 seront supportés jusqu'à mi-janvier 2020, ce qui marque la fin de support de Windows 2008, je crois, 2008 R2. Vous avez donc dans le deuxième lien un tableau qui résume de façon assez simple tout ce qui est supporté par quelle version de TOS. Et aussi, donc, Microsoft arrête Internet Explorer et va le remplacer par son nouveau navigateur qui pour l'instant, Spartan, je crois que c'est plutôt le nom du moteur. Ouais, c'est Edge. Edge, c'est le nom du navigateur, oui. Non, l'inverse. C'est l'inverse? Edge, c'est déjà le moteur dans Edge, c'est le moteur et Spartan, c'est le navigateur? Bah, Edge, c'est le moteur dans l'IE. Oh, bon, donc le nouveau navigateur de Microsoft, Microsoft vient d'ouvrir un bug bounty qui va de 500 $ à 15 000 $ pour une exécution de code à distance. Je trouve que c'est quand même peu cher par rapport au prix des marchés, enfin des failles au marché gris. Mais bon, c'est peut-être plus cher sur IE 6. Mais là, ça intéresse personne pour l'instant, c'est vrai. Non, ce qui serait rigolo de trouver, c'est des vulnérabilités communes à Internet Explorer 11 et à ce nouveau moteur. Qui prouverait que certains bouts de code auraient été réutilisés. Ils n'ont pas tout réécrit. Donc j'en parlais tout à l'heure, OpenOffice, exécution de code à l'ouverture d'un fichier. OpenOffice. Des vulnérabilités XSS sur WordPress avec des articles qui font très très peur, des millions de blogs vulnérables. Ouais, alors ensuite il y a le client email qui est intégré par défaut dans Tails qui s'appelle Close. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. En fait, il y a un petit problème dans l'utilisation qui en est faite avec des serveurs IMAP et quand on chiffre ses mails avec PGP. En fait, ce qui se passe, c'est que je commence à écrire, c'est un brouillon. Quand je fais CTRL-S, automatiquement toutes les 5 minutes il va être enregistré. Donc il est envoyé pour être enregistré sur le serveur IMAP en clair. Et ensuite, quand je clique sur le bouton envoyer, il est renvoyé dans sa forme finale chiffrée avec PGP. Donc c'est quand même un peu problématique, étant donné que ça divulgue tous les emails que je suis en train d'écrire en clair sur le réseau et au serveur de destination. Par ailleurs, pour info, on utilise SMIME. Le comportement est exactement le même avec Outlook plus SMIME. Si vous n'avez pas coché la case chiffrée par défaut, quand j'ouvre un email et que c'est pas coché cliqué et signé, ça commence à le sauvegarder en fait sur le serveur Exchange et c'est en clair. Donc le seul moyen de le faire correctement, c'est soit de cliquer manuellement sur chiffrer avant de commencer à taper quoi que ce soit dans le mail, soit de le mettre par défaut et de le désactiver quand on ne veut pas l'utiliser. Donc c'est pas forcément très connu, mais c'est quand même un peu à l'encontre du principe de chiffrer ses mails. Ouais, surtout qu'en fait, c'est pas simple de chiffrer un mail. On est obligé d'aller dans un menu et d'activer. C'est pas un bouton accessible par défaut. Ouais, il faut modifier son bandeau, mais par défaut, effectivement, c'est un peu compliqué. Et ensuite, une vulnérabilité dans Pydio, donc c'est un logiciel qui permet de mettre à disposition et d'échanger des fichiers sur Internet. Pas beaucoup de détails, mais en fait, il y a déjà les commits sur GitHub. Donc globalement, ça permet à quelqu'un qui est admin de la solution de passer route sur le serveur route. Ensuite, une vulnérabilité dans le traitement des fichiers XML dans Drupal, dans le module service, donc qui est utilisé pour interagir avec des services tiers. C'était trouvé par quelqu'un de Synactive. Alors la timeline est intéressante, puisque en fait il dit voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé en allant au stick en juin 2014. Et finalement, ça a été révélé à l'éditeur en mars 2015. Donc, pendant 9 mois, ça a traîné un peu comme ça. Alors ça a été mitigé par une montée de version dans la librairie XML. Enfin bref. Toujours est-il que maintenant c'est corrigé, il me semble.
Ensuite, sur Docker, simplement un point d'attention, il y a un groupe Docker qui existe pour permettre à certains utilisateurs d'un système de lancer des conteneurs. Néanmoins, il faut bien comprendre que c'est l'équivalent de donner des privilèges root. C'est pas une faille, hein, c'est juste une mauvaise utilisation qui en est faite. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui est dans le groupe Docker peut exécuter des commandes en tant que root sur une machine. Une faille ensuite assez intéressante, le rêve de tous les criminels, mise à zéro du prix des paniers dans le Magento eBay, donc, qui a impacté 88 000 boutiques. Plutôt intéressant. Et le dernier c'est PayPal. Alors je ne pensais pas que c'était encore possible de trouver ce genre de choses. Exécution de code à distance sur un système Java de debug à distance, ouvert en public sur le port 8000. Ouais. Et j'ai rajouté un lien en bas, c'est un lien sur le site de blog d'IOActive qui expliquait cette vulnérabilité, en fait ils ont développé un outil pour l'exploiter. Donc ça peut être intéressant. Et au-delà de la vulnérabilité, je trouve que c'est juste anormal il y a un port 8000 que ce soit accessible par tout le monde. Ah oui, c'est plusieurs vulnérabilités sur le démon Linux qui permet de monter des hotspots Wi-Fi. Différentes vulnérabilités, essentiellement délit de service. Apparemment, j'ai pas vu d'exécution de code à distance, mais surtout, j'ai vu le petit drapeau découverte par Kostya Korchinski, qui apparemment maintenant est chez Google. Après Microsoft et Canva. Canva, c'est j'ai oublié le nom de la société. Unity, tout à fait. Et aussi une exécution de code qui a été découverte par l'équipe sécurité d'Alibaba, qui est l'équivalent d'IBM et chinois. Pour la dernière, elle rigolote, c'est une élévation de privilèges depuis Shawn sur Linux. Et qui est en 0D pour l'instant. Alors, les Java cards YubiKey de Neo, qui sont des cartes NFC et aussi USB qui permettent, qui sont vendues à beaucoup d'entreprises qui permettent d'accès à des bâtiments, de faire l'authentification par certificat, de faire du PGP, du SSH, du Gmail, du Facebook, etc., qui sont vulnérables à un certain nombre de vulnérabilités. En particulier, le fait de réaliser des opérations crypto sans avoir à saisir le code PIN. Et surtout, alors, il y a un doute, possible extraction de la clé privée en cas d'utilisation d'OpenPGP sur ces cartes-là. J'ai mis possible parce que c'est pas tout à fait clair. Certains le disent, d'autres non. Sachant qu'ils les remplacent, hein, ces clés, que ça ne peut pas être modifié par une mise à jour software, ils sont en train de les remplacer. Physiquement. Ouais, physiquement. Bon, la dernière est rigolote, c'est les enceintes Bang & Olufsen qui doivent coûter quand même très très cher en Wi-Fi. Donc le mot de passe d'administration est stocké dans un fichier en clair et est accessible depuis un portail avec une page accessible sans authentification. Alors il faut précédemment rentrer dans le réseau Wi-Fi de la personne pour accéder à cette page et récupérer le mot de passe, mais depuis certaines fonctions sur des pages web type WebRTC, il est possible, en faisant du phishing, d'envoyer un lien à la personne qui va cliquer, exécuter le JavaScript et on peut récupérer le mot de passe de son Wi-Fi, enfin du Wi-Fi de ses enceintes. S'il est connecté au Wi-Fi domicile. Un manager de Cisco, exécution de code avant authentification sur une simple requête web sur le manager de Cisco, UCS. Juniper JunOS, donc le nouvel OS de Juniper présent sur tous ses routeurs mais aussi ses firewalls de la gamme SRX. De la même manière, exécution de code à distance, délit de service à distance. Bon, c'est juste les routeurs qui sont chez plein de gros opérateurs, des firewalls que vous trouvez en frontal de nombreuses infrastructures en frontal d'Internet. Voilà. Autre élément en frontal souvent d'Internet, Citrix Netscaler. L'ancien nom c'était les CAG ou CSG, Citrix Access Gateway. Et CSG, Citrix Secure Gateway, je crois. Donc de la même manière, exécution de code à distance. Ah non, pardon, c'est délit de service celui-là. C'était les mois précédents. Donc délit de service sur les équipements qui sont en frontal Internet. Les proxys Bluecoat. Ah oui, donc les proxys Bluecoat, il est possible de récupérer les HNTLM de tous les utilisateurs qui sont passés par le proxy en faisant une simple requête HTTP 407. En fait, de redemander une réauthentification, à ce moment-là, on peut récupérer les HNTLM des utilisateurs. Et les rejouer ensuite en passe de hash sur le SI si l'entreprise utilise un domaine Active Directory. Dernière version Oui, alors tu dois l'avoir dans l'article, sinon forcément la dernière version. C'est vraiment récent. Oui, non, c'est rare qu'on mette des vulnérabilités sur des versions anti-DLL.
Pour les routeurs SOHO, encore un problème de sécurité à ce niveau-là, surtout que cette fois, D-Link et TrendNet ne corrigeront pas les vulnérabilités. J'ai oublié le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui développe le même logiciel pour ces deux constructeurs, et l'entreprise ne corrigera pas les vulnérabilités d'exécution de code à distance. C'est dommage. C'est pas eux qui avaient corrigé un système, ils avaient réintroduit un overflow quand... Alors c'était pas tout à fait eux, c'était le sous-traitant qui développait le cœur, effectivement, qui avait caché une backdoor, mais vraiment une backdoor, parce que le mot de passe, je crois que c'était backdoor à l'envers, un truc comme ça. Effectivement, donc il avait patché, mais juste en dissimulant un peu mieux la backdoor. Enfin, il avait patché. Elle est mieux dissimulée leur backdoor. Ah oui, No iOS Zone, c'est assez rigolo pour tous ceux qui ont des téléphones ou ordinateurs Apple, tablettes. Donc, durant la RSA conférence, il y a eu une présentation sur une No iOS Zone avec l'exploitation d'une vulnérabilité sur la couche SSL d'Apple qui permettait en fait de faire planter les applications, mais même le système. Et en fait, l'idée c'est de faire une No iOS Zone où, en particulier sur les téléphones, dès qu'un téléphone essayait de se connecter à une borne Wi-Fi malicieuse, la borne Wi-Fi le redirigeait vers un portail qui exploitait la vulnérabilité et ça plantait toutes les applications qui essayaient de se lancer et se connecter au web en SSL. Ils ont même trouvé le moyen de planter directement le kernel. Il y avait eu la même chose il y a très longtemps sur du Wi-Fi, de la même manière sur iOS, à la Black Hat, je crois. Je crois que c'était avec un SSID. Oui, dans le SSID, il y avait des caractères spécifiques et ça faisait planter tous les périphériques Apple, y compris les Mac. Alors côté Google, ils ont sorti un nouveau mécanisme qui s'appelle Password Alert. En fait, c'est un module complémentaire pour Chrome, si je ne dis pas de bêtises, qui va stocker une version, je ne sais pas si c'est une version hachée en tout cas, qui va être capable de détecter quand vous tapez votre mot de passe Google sur un site qui n'appartient pas à un domaine Google, en tout cas qui n'est pas un domaine légitime. Et théoriquement, ça vous met une petite alerte avec marqué attention, il se passe quelque chose de bizarre, réinitialisez votre mot de passe. Le seul problème, c'est qu'en fait, étant donné que ça modifie le code HTML de la page, il suffit d'avoir un petit script qui vérifie qu'il n'y a pas une balise qui est rajoutée, qui la supprime, en tout cas qui la cache. Finalement, c'est un mécanisme qui n'apporte pas beaucoup de sécurité dans le sens où maintenant il y a au moins 2 ou 3 techniques en ligne pour le contourner. Et Google a décidé de tuer les URL. Il a des années 90, je crois. C'est assez trollesque comme article. En présentant c'est le principe d'un lien hypertexte que Google applique, on va dire enfin. C'est-à-dire qu'il masque l'URL qui avait en bas de leur réponse pour le transformer sous la forme que tu présentes là. Ici, oui. Donc l'auteur a voulu se faire plaisir, mais c'est ni plus ni moins qu'un lien URL ou un fil d'Ariane tel que c'est présenté là. Bon, admettons. J'aurais dû le mettre dans Troll. Ouais, mais c'était déjà bien rempli. Sur Ikata, une vulnérabilité, c'est assez rare pour en parler, est découverte encore une fois par Kostya Korchinski. C'est un délit de service au niveau du décodage des flux SSL TLS, un overflow. Corrigé, bien sûr. C'est pas l'ANSI qui avait fait les modifs qui avait contribué. Ah oui, si, ça c'est le fait dans Troll aussi en fait. Ouais, ça pouvait être dans Troll, c'est entre guillemets, la vulnérabilité a été introduite par l'ANSI et ensuite corrigée par l'ANSI, puisque la personne qui a modifié le code faisait partie de l'ANSI. Dans les commentaires, il y a marqué ANSI, je crois que c'est 2007, quelque chose comme ça. Introduite en 2007, je crois, et corrigée donc récemment. C'est assez rigolo. Ensuite, un nouveau type de vulnérabilité web, donc qui n'est pas dans le top 10 de l'OASP, celui-là. Ça se nomme Cross-Site WebSocket Hijacking. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait hijacker des WebSockets, parce que comment ça se passe la plupart du temps, en fait, la page qui veut ouvrir une session directe via WebSocket avec le serveur va envoyer une requête spécifique qui va la plupart du temps contenir les cookies. Et ensuite, je ne me rappelle plus trop comment ça marche. Disons que le principe était qu'un site malveillant pouvait envoyer, un peu à la manière d'un CSRF, une requête vers un site légitime qui supporte la technologie WebSocket et finalement arriver à échanger des données sans avoir les bons mécanismes d'authentification. Pourquoi? Parce que tout simplement les WebSockets ne respectent pas la same origin policy comme le font les navigateurs web. Donc c'est assez intéressant, même si à ma connaissance c'est pas encore très utilisé. Enfin, moi je l'ai jamais vu en audit ni même en naviguant sur un site qui utiliserait des WebSockets. Encore.
l'hôtel slash casino Hard Rock Café de Las Vegas qui était infecté par un POS. Un virus sur ses point of sale. C'est ça. Bon, apparemment, il y a eu quelques temps, tout le réseau informatique de la Maison Blanche a été coupé suite à une intrusion des Russes. Pourquoi et durant cette intrusion, donc, la communication qui avait été faite, c'est que uniquement des données non confidentielles, non classifiées avaient été accédées. Et apparemment, effectivement, les Russes auraient vraiment réussi à accéder aux mails non classifiés d'Obama. Et j'ai rajouté aussi un article assez intéressant finalement sur les méthodes de sécurisation du BlackBerry d'Obama. Vous avez aussi un article sur du hacking de firmware de disques durs qui est plutôt intéressant. Il y a toute la démarche de la personne qui a décidé d'auditer ses disques durs, de récupérer le firmware. C'est pas terminé, donc je pense qu'ils vont en rajouter, donc vous pouvez faire page 5, 6, 7. Un outil pour faire des collisions sur les binaires, des collisions MD5 sur les binaires. Alors une petite démonstration sur VirusTotal, c'est le premier lien qui permet de bien prouver que deux binaires, un normal et un malveillant, donc avec un code potentiellement offensif, ont bien le même hash MD5, sauf que dans la vraie vie, vis-à-vis de binaire, c'est pas forcément, vis-à-vis de VirusTotal, en tout cas, c'est pas forcément utile parce que VirusTotal cumule DH MD5, SHA-1, du SSD, donc plein d'algos différents, et ce qui fait que trouver une collision sur ces différents condensages, parce que c'est juste impossible. Peut-être que sur un logiciel antivirus côté client, ça doit l'être. Effectivement. Ou les outils qui font du whitelisting, de la liste blanche, le binaire exécuté, juste comme ça, peut-être être pertinent. Les virus macro sont de retour, comme dans les années 90. Donc vous avez un article qui détaille la chose et une très très bonne analyse encore du CERT-FR. Méfiez-vous de nouveau des macro words. Avec de l'obfuscation, un petit peu d'encodage, du dépôt de code binaire sur le poste, exécution, pas mal de choses. Et donc, on vous parlait bien avant des rootkits d'OS, ensuite on a parlé des rootkits, enfin des virus de firmware de disque dur, en particulier avec ce qui a été révélé par Snowden sur la NSA qui arrivait à créer des trojans qui infectaient les firmware des disques durs et étaient quasiment totalement transparents. Et donc là, ça c'est une recherche sur des virus de GPU, donc les cartes graphiques des ordinateurs. Ça marche en mode userland, c'est-à-dire qu'un utilisateur n'a pas besoin de faire une élévation de privilèges pour infecter la carte graphique. Et surtout, apparemment, certaines zones mémoire des cartes graphiques sont persistantes au redémarrage. Alors pas à l'arrêt complet d'un ordinateur, mais lorsqu'on redémarre, certaines zones ne sont pas nettoyées, donc le virus peut être persistant. Le dernier, en soi, c'est rigolo. Donc il y a un malware qui déploie un certain nombre de techniques pour détecter les machines virtuelles qui servent à détecter et analyser les virus. Et donc ce malware-là, lorsqu'il détecte une machine virtuelle qui est exécutée dans une machine virtuelle, en fait, efface tout le système. Bon, c'est pas très discret. Ah oui. Bon. Je ne sais pas trop comment le présenter. Je suis tombé sur cette news qui est une news apparemment réelle qui dit donc les hôpitaux américains se rendent compte qu'ils ont quand même des équipements médicaux qui sont connectés au réseau, qu'ils ne sont pas forcément bien protégés, que ça peut être dangereux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, ils se sont dit tiens, comment on peut les sécuriser? Et puis, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est d'acheter des équipements complémentaires, donc des sortes de prises électriques dans lesquelles on va brancher les équipements et qui vont faire une analyse side channel de la consommation électrique pour détecter la présence ou non de virus. Donc c'est quand même du grand n'importe quoi, ça s'appelle What's Up There en plus, c'est totalement ridicule comme nom. C'est quand même un gros marché, hein, quand on parle de... Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un gros marché. Et le problème c'est la même chose, ça va détecter effectivement un virus non ciblé qui va avoir un comportement atypique, qui va consommer des ressources. Ça ne va pas du tout détecter quelqu'un qui essaierait de modifier une consigne sur une pompe à insuline ou de modifier la consigne sur un respirateur. Parce que ça ne va pas modifier de manière significative la consommation électrique. Donc à la fois c'est intéressant de se dire une attaque par canal caché de consommation électrique, ça passe dans le domaine de la réalité, on n'est plus dans de la recherche, mais on est sur un vrai produit commercial, donc ça paraît plutôt bien, mais en même temps ça paraît totalement inefficace au regard des vulnérabilités. Sachant qu'ils disent quand même que c'est aussi efficace qu'un antivirus. Et on en reparlera, il y a le niveau qui sont la majorité des attaques en termes de ransomware. Oui. Parce que ça ne serait pas tout, ça n'a aucun intérêt. Non, pas du tout. Je pense que c'est une mauvaise démarche parce qu'ils vont s'arrêter là en fait. Et c'est ça l'erreur. C'est que tu ne traites pas ta sécurité en mettant tout dans une prise électrique, quoi, même si elle est très intelligente. Non, mais tu peux commencer par là.
Donc, de toute façon, la solution sur les IoT ne viendra pas sur une seule protection. Oui. Ça peut être un bon début. Tout comme le firewall ou l'antivirus ne sont pas la seule protection adéquate pour protéger un système d'information, mais c'est un bon début. Et ça rejoint finalement les SCADA, ça revient au même, sur le même type d'équipement. Je pense que les gens ils seront morts quand la prise de courant leur a détecté quoi que ce soit. De toute façon, s'il y a un problème de courant, ils seront morts et pas à cause d'un rêve. Oui, non, mais un problème de courant, quand le moment où la prise va détecter qu'il y a une consommation électrique anormale, si c'est une attaque qui vise à tuer quelqu'un, la personne sera malheureusement décédée, je pense. Peut-être qu'on détectera des éléments défectueux sans qu'il y ait aucune malice et aucun malheur. Peut-être. Le sus de champ. Ouais, tu peux passer sinon classiquement des vulnérabilités dans les prises intelligentes qui se pilotent par Internet. Vous avez sur cet article des photos des fameux routeurs de la NSA déployés chez certains opérateurs et qui permettent de les interconnecter à leurs différents partenaires. Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont analyser les photos disponibles de ces routeurs, essayer de repérer que c'était finalement des routeurs Cisco un peu rebrandés, d'essayer d'analyser, de retrouver en fait, il y a des étiquettes avec les noms des pays. Donc vous avez les noms de tous les pays qui sont reliés avec la NSA, enfin, entre guillemets espionnés par la NSA. Ça c'est plutôt intéressant, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, mais en fait c'est un détecteur du programme Quantum Insert de la NSA qui permet d'insérer du trafic pseudo-légitime dans un trafic légitime et qui joue en fait sur la détection des numéros de séquence dupliqués, qui permettrait de détecter, alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment détecté dans la nature, dans la vraie vie, ce type d'attaque. S'ils ont réussi à faire une signature. Le problème c'est que Quantum Insert ça date de 2000, je crois que les slides datent de 2005 ou 2007, ce qui fait que ça commence à être vieux et forcément les chercheurs de la NSA qui travaillent là-dessus ont dû trouver des meilleures techniques pour arriver au même résultat. Thales piraté, donc apparemment encore les Russes, mais apparemment bien piraté. Est-ce qu'il y a eu des informations à l'exception de ce qu'il y a dans le canard enchaîné? Parce que moi j'ai quand même gâché 2 €, c'est des euros d'informations. J'ai eu quelques informations sur le fait qu'on m'a dit que c'était les Russes, mais au-delà de ça, Hervé n'est pas là, c'est dommage. C'est pas le nouveau président? Pardon? C'est le nouveau président? Le nouveau président de quel pays? De Thales. Ah, Qui ne l'est plus aujourd'hui, mais. D'un autre côté, je vous rappelle les paroles de l'ancien directeur de l'ANSSI. Aucune entreprise du CAC 40 aujourd'hui n'a pas été piratée. apparemment ils ont été bien piratés. Ça, c'est quoi bien? Quand Il y a des bons Parce que Sony a été bien piraté. Quand une entreprise se fait voler 1,1 million de clients, est-ce que c'est bien piraté ou est-ce que c'est juste bien piraté? Ça dépend de la taille de l'entreprise, si c'est son business ou pas. D'après la CNIL, c'est bien piraté. Non, Si tu peux nous donner un peu d'effet. De ce que j'ai compris, ça se rapproche plus de Sony que de ce que vous avez eu. Ouais. C'est bon, ils ont sorti des HSM pour Office 365 chez Microsoft. Oui, alors là encore c'est quelque chose que je n'ai pas fondamentalement tout compris, mais je trouvais ça assez intelligent. C'est pour automatiser en fait du reverse engineering pour découvrir quels sont les algorithmes de cryptographie qui sont implémentés dans un binaire. Je trouve ça sur le blog d'Anosis. Donc en fait, il faut créer une trace d'exécution du programme. Donc ils mettent un exemple avec 7zip sur ce post sur leur blog. Et à partir de là, ils créent un data flow graph donc qui représente le flux des données. Et à partir de là, eux, ils ont créé des signatures. Donc en comparant les signatures, ils arrivent à identifier quel est l'algorithme de chiffrement qui est utilisé. Et ensuite, ils peuvent vérifier sa bonne implémentation. Je trouve ça assez intéressant. C'est une technique que je ne connaissais pas. Voilà, c'est plutôt intéressant. PowerShell de plus en plus utilisé à la fois pour des codes malveillants mais aussi pour des outils post-exploitation, donc à déployer sur les serveurs. Je pense qu'entre guillemets c'est l'avenir pour les pirates et les auditeurs, surtout avec les serveurs Windows Nano qui n'auront plus d'interface graphique, plus rien si ce n'est des accès en PowerShell. C'est aussi l'avenir des administrateurs système.
Enfin, c'est quand même un logiciel qui, enfin, ça leur facilite la vie, peuvent faire mieux leur travail. D'autant plus que Microsoft a lâché un outil pour également pouvoir utiliser sur les systèmes Linux. Oui, et pas tout. Je crois que j'en parle tout à l'heure. C'est un outil de gestion de la configuration qui est en PowerShell. Tu peux gérer la configuration de serveur Linux également. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Et tout à l'heure, on parlait donc, d'audit de code et de réalisation de code. Et je trouve un outil qui est plutôt intéressant, qui permet de visualiser son code sous forme de graphe et ensuite de rentrer dans chaque fonction et pour auditer son code, revoir son code. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, par contre, en fait, là, c'est le site web, donc ça oblige à envoyer son code. C'est un bon business model. Récupérer le code des autres. Non, par contre, ça peut être vachement intéressant pour tout ce qui est open source. Tu vois, par exemple, tu n'es pas capable de lire OpenSSL pour mettre une formule, tu le balances là-dedans, ça donne des pistes de lecture. Alors ensuite, toujours dans la catégorie outils et techniques de pentest, alors j'ai vu un outil qui s'appelle Faraday, qui appelle ça Integrated Pentest Environment, comme un IDE en fait. C'est un outil qui permet la collaboration à plusieurs pentesters, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Surtout, il s'interface avec pas mal d'outils. Donc par exemple, il s'interface avec Metasploit et tous les résultats de Metasploit seront intégrés dans la base de données qui est partagée et accessible à tous les auditeurs. Donc si c'est un gros pentest, on collabore à plusieurs sur une semaine, ça peut être quand même assez intéressant. Ensuite, un petit PDF qui est assez rigolo sur l'analyse et le reverse de communication sans fil sur un carillon acheté chez Castorama. Bon, c'est pas révolutionnaire, néanmoins c'est bien détaillé, donc si quelqu'un s'intéresse à GNU Radio par exemple, c'est un bon tutoriel. Ensuite, Didier Stevens publie sur son blog des éléments de détection de reverse shell metteur-prêteur. Malheureusement, les signatures qui sont indiquées sont celles qui correspondent à la charge par défaut, mais on peut facilement, comme je l'indique là, en modifiant le fichier, modifier l'URL. Par exemple, là, l'URL qui est utilisée pour le reverse shell, elle est générée par cette fonction qui s'appelle generate small URI. En fait, il suffit de mettre index.php et du coup, les signatures sont caduques. Donc, évidemment, voilà, c'est bien, mais vous allez plutôt détecter des pentesters que des attaquants. Ça, c'est pas forcément souhaitable. Quelle est la différence? En termes d'outils, la probité. En termes d'outils. En termes d'outils, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vrais attaquants qui utilisent Metasploit, c'est un peu visible. En fait, c'est ça. Ensuite, un petit florilège de techniques de persistance sur un système. Toujours dans la détection, cette fois-ci c'est sur le blog adsecurity.org que je ne connaissais pas, qui d'après moi n'est pas très vieux mais super intéressant. Donc il propose de détecter les tickets Kerberos qui sont forgés. Donc, malheureusement le problème c'est que les outils qui permettent de le faire, donc il y en a deux à ma connaissance, hein, il y a Mimikatz et pour la partie MS14068 Kekeo et Pikek. Dans les deux cas ils sont open source et donc là encore ce qui met en avant c'est que finalement les tickets qui sont forgés en général n'ont pas le bon domaine qui est indiqué parce que quand c'est fait légitimement par Windows il y a le domaine format NetBIOS donc format court. Tandis que dans les outils, en général, la case est vide. Donc là, on peut voir un extrait de Kekeo où Benjamin Delpy a même mis explicitement quelque chose qui permet de détecter. Évidemment, comme le code source est libre, on peut le modifier. Donc là, vous avez mis le bon fichier pour le modifier. Il y a quand même fort à parier en plus que Benjamin, dans les podcasts, matchera les choses pour proposer un domaine. Non, pour le coup, non. J'ai plutôt l'impression que c'est la démarche inverse, puisqu'il a explicitement mis quelque chose avec Kiwi dedans, pour que ça puisse être détecté. Donc on peut utiliser son outil, néanmoins, c'est plus pour des pentesters que pour des vrais attaquants qui veulent se repérer. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu dans la démarche inverse, d'autant plus qu'il a publié, je crois que je le mets après, des règles Yara également pour détecter l'utilisation de Mimikatz, je crois. En tout cas, ça reste vulnérable dans le sens où ça peut se modifier, le code est libre. Ensuite, deux petits articles, un sur un petit tutoriel sur l'utilisation de Radar 2 pour faire du reverse engineering et un plugin Burp pour collaborer en pentest qui peut être intéressant aussi. Ça permet d'exporter les résultats sur un dépôt Git. Voilà, ça peut servir. Deux articles sur les technologies sans contact. Le premier sur les cartes MyFair classiques. Bon là, il n'y a pas de surprise, on sait qu'elles sont vulnérables.
Il n'y a pas de protection. Et ensuite, un autre qui est plus intéressant à mon sens sur les cartes HID Prox. Là aussi, on sait que c'est pas sécurisé. Néanmoins, c'est bien détaillé. Ça vous explique pourquoi. Et il y a le matériel et le logiciel qui est, qui est requis pour copier une carte qui est mentionnée. Sachant que les cartes HID Prox, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même au moins 50% des entreprises qui utilisent ça pour leur contrôle d'accès physique. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Puis ensuite, quelques news. Bon, c'est pas forcément très intéressant, pas de les détailler. Non, juste en fait, je cherche par rapport à la dernière news. Bon, deux petits articles sur IDEA Python. Le premier qui est plus intéressant, qui est un guide pour les débutants pour démarrer avec IDEA Python. Et le deuxième qui peut être impactant si l'outil, IDEA qui est l'outil d'ingénierie à reculons majoritairement utilisé, qui change en fait de librairie qui utilise maintenant PQT à la place de PSide. Ensuite, SMBmap, donc ça c'est un outil Python pour accéder au share Windows. Je ne l'ai pas personnellement testé, mais j'ai deux de mes collègues qui l'ont utilisé en audit qui ont dit que c'était fantastique. Donc ça permet, depuis une machine Linux, depuis sa Kali, de faire d'accéder déjà à des shares Windows avec le support de passe de hash. Donc c'est un outil facile à utiliser, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et de faire des recherches de contenu distribué. Et en tout cas, ça permet rapidement de trouver les fichiers qui s'appellent password.xls par exemple, en tout cas dans le cas qu'on a relaté. Ensuite, WPSploit, donc là c'est un dépôt GitHub avec des modules pour Metasploit pour exploiter les vulnérabilités WordPress, sachant que bon, parfois on est un peu coincé, on dit il y a une vulnérabilité, on n'a pas l'exploit. Donc là c'est un framework aussi pour pouvoir créer des exploits dédiés à WordPress plus facilement et les intégrer dans Metasploit. Et la dernière news, c'est celle que je citais tout à l'heure, des règles Yara pour détecter Mimikatz et Kekeo qui ont été publiées par Benjamin Delpy. Oui, alors pour information, c'est quand même pertinent parce que la plupart des antivirus disent détecter Mimikatz, mais c'est même pas la peine de recompiler le code. Il y a une astuce qui m'a été montrée par Benjamin, donc que j'ai ici. Là, j'ai pris une version, c'est très récent, ça date donc d'avril. J'ai uploadé la version de Mimikatz, je crois qu'il datait d'octobre, un truc comme ça. Donc une bonne version, pas trop récente, mais pas trop ancienne pour qu'elle soit bien détectée. Et bon, sur virus total, on a quand même 33 résultats positifs sur 57. Je n'ai fait que changer l'icône. Juste en changeant l'icône, je tombe à 15 sur 57 en termes de résultats positifs. Donc c'est plutôt intéressant parce que justement, Benjamin sachant ça, dans les règles Yara qui permettent de détecter Mimikatz, bien sûr il n'y a pas que l'icône. En fait, la raison c'est que les éditeurs d'antivirus étant flemmards et Benjamin faisant de nouvelles versions assez régulièrement, les éditeurs se sont rendus compte que le seul élément qui ne changeait pas trop, c'était l'icône qu'ils réutilisaient, l'icône d'un kiwi qu'ils réutilisaient à chaque fois. Donc on a décidé d'utiliser ça comme signature antivirale. Par ailleurs, si tu changes le nom Mimikatz, tu tombes aussi. Hein. Tu tombes de 15 à 20. Je crois que j'ai en plus réutilisé le nom Mimikatz. Parce que moi j'ai testé, j'en ai fait un où j'ai fait différentes actions pour tomber jusqu'à 3 sur les 57 de virus total. En fait, en changeant le nom, en changeant les références et la plupart des strings juste dans le code source, et en recompilant, on arrive à 3. Quoi. Ah mais en recompilant, moi je n'ai fait que prendre le binaire et juste changer l'icône. J'ai pas recompilé. C'est quoi changer l'icône? C'est tu prends ressources hacker par exemple, qui est un outil qui te permet de modifier les fenêtres, les icônes et les ressources chaînes d'un binaire. Et tu remplaces l'icône du petit QI, j'ai pris n'importe quelle autre icône, c'est une image quoi, tu remplaces l'image. C'est une image au format bitmap, un peu particulière, mais bitmap. Ensuite, toujours des news sur la partie pentest. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que je ne savais pas et qui ça me paraît juste trop intelligent pour ne pas le faire. Les derniers patchs Windows qui ont été backportés sur Windows 7 et les versions Windows à partir de 8.1 ne stockent plus en clair les mots de passe des utilisateurs par défaut. Néanmoins, en modifiant une clé de registre, on peut repasser ce comportement pour que ça stocke les mots de passe en clair. En tout cas, je crois que c'est sur TKS package, enfin sur un des packages d'authentification en tout cas. Et donc on fait ça, on attend 10 minutes que la personne se relogue sur le serveur, on a les mots de passe. Il faut juste penser à le remettre à 0 après, parce que c'est pas très joli. Ensuite, le dernier qui est assez rigolo, qui permet en fait d'attaquer un client qui se connecte en Wi-Fi, en WPA2, sans avoir accès au point d'accès Wi-Fi, en simulant en fait le point d'accès légitime et en réalisant une attaque par dictionnaire avec le client. À ne pas utiliser sur ses voisins.
Oui, il n'y avait pas beaucoup de news ce cas-là, j'ai cherché un peu, il n'y avait pas trop d'alertes sur l'ICS, certes. Ensuite, nouveauté logicielle, Netflix qui a publié déjà 2-3 outils sécurité par le passé, a publié un outil qui s'appelle FIDO. Alors c'est pour automatiser la réponse à incident, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'indicateurs, il donne une action à mener. Donc là par exemple, j'ai mis le screenshot qui proposait, il dit cette machine elle doit être réinstallée parce qu'on a détecté un malware, parce que ça correspond à une IP qui nous a déjà attaqué. Enfin, voilà. Je pense que quand on subit un nombre important d'attaques, pour optimiser le processus décisionnel, ça peut être bien d'avoir un outil de ce type-là qui peut être utilisé peut-être même par des non-spécialistes. Voilà. Je trouve la démarche est intéressante. Ça ne remplace pas le cerveau humain. C'est sûr, mais ça permet d'aider. Ouais, ça permet d'aider. Microsoft. Alors, grosse actu Microsoft. Le premier, Vlad en a déjà parlé, hein, donc Labs, donc c'est un script, enfin c'est un outil publié par Microsoft qui permet de changer à intervalles réguliers les mots de passe administrateurs locaux de toutes les machines. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est un script qui existait déjà depuis au moins octobre 2014, enfin, que j'ai retrouvé dans mes archives mail. Simplement, c'était sur un forum Microsoft par un employé, c'est pas quelque chose d'officiel. Là, c'est une solution officielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va donc changer tous les mots de passe et les stocker en clair dans un attribut caché du LDAP du contrôleur de domaine. Donc c'est le meilleur outil qui existe à l'heure actuelle, c'est le seul qui est proposé par Microsoft pour avoir des mots de passe différents sur chacune des machines, donc c'est bien. Gratuit, oui, il y a des solutions commerciales qui le font, effectivement, qui le font mieux que ça d'ailleurs. Le problème c'est que ça stocke les mots de passe en clair. Donc évidemment il y a un contrôle d'accès, il faut être administrateur du domaine pour pouvoir accéder à ces mots de passe, mais c'est comme si on disait les mots de passe des utilisateurs, on les stocke plus en NTLM, on les stocke en clair. Ça parce qu'en fait le principe c'est de pouvoir donner le mot de passe à la personne qui doit se connecter sur le serveur. Pour l'administrateur, s'il y a un incident, s'il n'y a plus de connectivité réseau et qu'on doit se connecter sur la machine. Un chiffrement, quelque chose réversible. Ouais, même un truc tout pourri, ça aurait été mieux qu'en clair. Quoi. Donc pour moi, c'est juste pas admissible d'utiliser quelque chose comme ça. Par ailleurs, j'ai également mis un lien vers le blog de NetSPI où il propose un outil qui permet de vérifier si on n'arrive pas à les récupérer sur l'AD. Donc si par exemple les ACL sont mal positionnés sur le LDAP, on peut potentiellement récupérer tous les mots de passe en clair. C'est pour ça que c'est pas... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'ils aient pu officialiser une solution de ce type-là. Ensuite, deuxième news, il y a Microsoft qui a racheté une société qui s'appelait Aorato, qui propose une solution de supervision sous Windows. C'est un outil qui désormais est proposé gratuitement à l'essai pendant 90 jours. Le principe, c'est d'avoir une console de management et ensuite une sonde qu'on met en coupure, en tout cas qui reçoit une recopie des flux réseau qui sont destinés aux contrôleurs de domaine. Ce qui me paraît intéressant, après avoir regardé un peu ce que proposait cette société, c'est moi en tout cas en tant que pentester, c'est quelque chose qui me paraît fonctionner. C'est-à-dire que la détection, c'est pas des trucs ultra avancés, c'est des trucs tout simples, de dire bah voilà, il y a depuis une seule machine, avec une seule IP, il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter avec le même mot de passe avec le compte de 100 personnes, ou il y a quelqu'un qui a essayé de faire un brute force, ou quelqu'un a utilisé un ticket qui a été créé sur une machine A et l'a réutilisé sur une machine B. C'est des choses qui n'arrivent pas dans la vraie vie, qui sont des choses simples à détecter, mais à ma connaissance, il y a peu de solutions qui le font. Celle-là a l'air de le faire. Par ailleurs, c'est intégré à Microsoft et on peut espérer qu'ils ne le vendront pas trop cher. En tout cas, on peut le tester gratuitement pour l'instant. Mais je pense que ça a vraiment de l'avenir. Enfin, c'est la seule solution, à mon sens, qui soit crédible. Je ne sais pas si vous avez d'autres solutions ou si vous utilisez des SOC externalisés, ou je ne sais pas, mais ce genre d'alerte, moi, j'en ai jamais vu dans la vraie vie. Ça remonte un peu plus, tu montes d'un niveau par rapport à ce que te remonte une zone de détection d'intrusion classique. Oui, et puis les SOC, moi j'en ai jamais vu marcher, donc je sais pas trop. Je sais pas. Dans la vraie vie, on a fait des audits chez des clients qui en ont. C'est des choses simples mais qui ne sont pas détectées, quoi. Donc là, si ça fonctionne, c'est bien. Tout peut changer avec le PRIS d'Annecy. Le P10. Le P10, le PRIS, c'est la réponse. Ensuite, un gros sujet, donc là c'est une nouveauté qui est liée à Windows 10, on en avait déjà parlé, c'était pas forcément très officiel, en tout cas là lors de la conférence MS Ignite, il y a eu une conférence qui décrivait les mécanismes de protection des éléments d'authentification dans Windows 10. C'est très intéressant, comme le disait Vlad, c'est basé sur Hyper-V, ce qui fait qu'en fait vous allez avoir un hyperviseur, l'OS classique, avec le processus LSAS qui gère normalement l'authentification,
et un mode qu'ils appellent IUM, Isolated User Mode, qui va avoir une autre version de LSASS. Et les secrets, c'est-à-dire les tickets Kerberos et les mots de passe ou les hashes, ne seront stockés que dans cette partie isolée. Ce qui signifie qu'un utilisateur, qui soit utilisateur simple, admin, ou qui soit NT autorité système, qui soit dans le kernel de la machine, ne pourra pas accéder à cette partie car elle est isolée, et c'est la technologie de virtualisation, c'est Hyper-V qui assure ce cloisonnement. Ça veut dire que normalement, c'est la fin, on ne récupère plus de mots de passe en clair, ni de tickets Kerberos sur une machine à partir de Windows 10. Ça, c'est la théorie. Sauf à exécuter du code au niveau de l'hyperviseur. Sauf à exécuter du code au niveau de l'hyperviseur, ce qui a priori n'est pas possible, enfin, sauf s'il y a une faille dans certains éléments, mais dans l'hyperviseur, il n'y a pas de driver. Voilà. Ça élève considérablement le niveau d'un attaquant. Parce que le code de l'hyperviseur est beaucoup plus simple, beaucoup plus réduit, donc potentiellement il y a moins de failles. Tout à fait. En plus, il y a du secure boot sur la plupart des machines. Ça ne fonctionne qu'avec une TPM2. Enfin voilà, c'est quand même plutôt bien fait. Par ailleurs, ils ont parlé d'un nouveau mécanisme d'authentification qui s'appelle Microsoft Passport, donc qui est basé sur la cryptographie asymétrique. Donc ça, c'est une folie, une grosse nouveauté chez Microsoft. De la même manière qu'Kerberos, pour les secrets, n'utilisera plus le HNTLM, mais bien ces mécanismes de crypto asymétrique, donc ça c'est très très bien. Pour NTLM, on n'utilisera plus le hash du mot de passe de l'utilisateur, mais un token spécifique qui sera créé ici dans la partie isolée, donc qui ne sera pas accessible depuis ici. Donc tout ça, ça a l'air très bien. En revanche, le problème, c'est que pour l'instant, on ne pourra pas forcer l'utilisation de ces mécanismes. C'est-à-dire que si on a un Windows 10 avec une infrastructure existante en niveau fonctionnel 2008 ou 2012, un attaquant pourra toujours forcer les secrets à être présents quelque part dans LSASS, ou pourra toujours utiliser par exemple un keylogger, sauf si on utilise une carte à puce ou une virtual smart card sous Microsoft. Donc en fait, pour bénéficier de toutes ces améliorations de sécurité, il faudra avoir un AD en niveau fonctionnel 2016. C'est pas pour tout de suite, je ne sais même pas si c'est déjà sorti. Aussi du matériel avec des puces TPM, parce que toute la sécurité aussi est basée sur le fait qu'il y a cette espèce de coffre-fort de clés, de secrets sur la carte mère de l'ordinateur. En tout cas, alors, mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que ça va clairement dans le bon sens. Ça a l'air très très bien. Évidemment, il y aura une situation transitionnelle dans laquelle on pourra toujours forcer l'utilisateur, s'il n'a pas de carte à puce, pour enregistrer son mot de passe avec un keylogger. On pourra sans doute forcer les secrets à être présents dans LSASS, ou forcer des commandes RPC pour aller générer des TGS à partir du niveau userland. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et si tout le monde, sur des PC neufs qui ont une TPM avec des virtual smart cards au niveau fonctionnel 2016, on sera bien embêté pour récupérer des mots de passe. Attaque matérielle. Sauf si c'est le nom de l'entreprise. Voilà, en tout cas, ça, pour moi, c'est vraiment la folie. Le gros changement chez Microsoft. C'est assez incroyable de voir entre il y a 2 ans où on disait ça fait 17 ans qu'on ne connaît pas The Hash, vous n'avez toujours rien fait, et ce qu'ils proposent là, il y a un bond énorme. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est l'approche. Il y a pas peur de Jean Otowska qui disait il y a différentes approches de la sécurité. Il y a l'approche résolution, une basée sur les VM, la correctness du code, etc. Et il disait en 2007 de l'époque que c'est la seule approche qui fonctionnerait et que voilà, ça prendra ça. C'est l'isolation. L'isolation, et on voit effectivement que les acteurs convergent dessus. C'est ce que tu vois aussi au niveau militaire, c'est ce que on avait avec la présentation de l'hyperviseur PolyXen, voilà. Cloisonnement, c'est ce qui est le président Clip aussi qui a aussi présenté à la JSSI, dans Qnoops. Une documentation intéressante, en fait, c'est une personne qui voulait étudier les SSD et comment auditer un disque dur SSD. Et finalement, il n'a pas trouvé de documentation suffisante ou des documentations contradictoires, donc il a décidé de tout refaire. Donc il a refait une doc complète sur les SSD. Et il y a une synthèse qui est vraiment super intéressante, parce que tout lire c'est conséquent, moi j'ai pas eu le courage, mais c'est vraiment super intéressant. Firefox entame l'arrêt, enfin, entre guillemets, d'HTTP, en tout cas sans TLS, donc c'est le début. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de ne plus supporter les sites HTTPS. De forcer les sites en HTTPS, en TLS, et de ne plus, peut-être à terme, supporter HTTP. En tout cas, à l'inverse des sites SSL, de remonter une alerte quand tu seras en HTTP. D'accord.
Ensuite sur Microsoft, alors là j'ai appelé ça Microsoft Edge parce que je pensais que c'était le nouveau nom, donc après sur la nomenclature je suis pas trop sûr de moi. Pas mal d'améliorations sécurité, en plus d'améliorations de compatibilité, mais bon ça je pense qu'il était temps. Donc ils vont arrêter tout ce qui est support exotique spécifique à Microsoft, donc ActiveX, VBScript, tout ça. On pourra plus installer de super toolbar, c'est un peu dommage. Ça permettra d'utiliser Microsoft Passport pour l'authentification, donc de la crypto asymétrique qui sera potentiellement utilisable par les sites web s'ils implémentent cette fonctionnalité. Après des choses assez classiques et un mode protégé un peu plus efficace que ce qui pouvait l'être. Et sous Linux, il y avait un plugin de Moonlight, je pense que sous Microsoft ça doit être Silverlight. Oui. Est-ce que tu sais si ça s'est conclu là, dans la liste ou pas? Je pense que Silverlight reste. Enfin, je sais même pas si ça existe encore Silverlight. Alors, ça existe parce que tu as des chaînes publiques qui utilisent ça pour retransmettre leurs émissions. Je pense que c'est pas concerné par cette mise à jour, donc pour moi c'est un plugin à part qui devrait continuer à fonctionner. C'est le concurrent de Flash de Microsoft, mais je pense qu'à terme, avec HTML5, ça va disparaître comme Flash. On peut espérer. Et enfin, un élément intéressant, on parlait juste à l'instant de queues, de cloisonnement. C'est quelqu'un qui propose d'utiliser Docker pour en fait créer un conteneur spécifique pour exécuter Google Chrome. D'un point de vue sécurité, effectivement, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut instancier un nouveau navigateur dans un conteneur plus ou moins sécurisé, mais en tout cas isolé de son système d'exploitation. Et si on se fait compromettre, la prochaine fois qu'on réouvre ce navigateur, c'est une nouvelle instance et on n'est pas compromis. Donc malheureusement, c'est uniquement disponible pour Linux parce que ça se base sur X11 pour des ports d'affichage. Mais en fait, ce type de solution, je ne sais pas si ça existe sous Windows, des vrais sandbox de navigateurs qui sont basés sur des conteneurs. 8, mais sur 8, mais pas sur Tu as déjà des conteneurs d'exécution autonome dans le Chrome. Ça, c'est une première chose. Oui, mais tu fais exécuter Chrome dans un second conteneur, Docker, qui, là de mémoire, je pense que c'est récent, justement, des exécutions du portage en cours, puisque le premier patch pour Docker qui a été posé par Microsoft, ça a été changé le volontaire de conteneur pour Linux en conteneur pour Linux. Effectivement. En tout cas, je trouve que c'est une bonne solution. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez même pour la navigation pour Internet. Je sais qu'on a discuté avec Harry. Enfin, moi, j'utilise une machine virtuelle qui est dédiée à ça, avec un mode intégré. Donc, ça permet d'avoir, par exemple, un Windows 7 avec un Google Chrome qui apparaît comme une fenêtre du système d'exploitation, mais qui est dans une machine virtuelle, donc qui cloisonne quand même de manière correcte d'un point de vue sécurité. De mon côté, j'ai une machine haut, une machine bas, et avec le swipe, c'est assez rapide. Par contre, ça demande de dupliquer tous les comptes. On en parlait aussi. Ouais. Par exemple, tout ce qui est veille, un compte Gmail dédié pour Pocket, pour la etc., qui est séparé du compte Gmail principal, etc. Et c'est un peu gaspillé. C'est un peu gaspillé, mais je pense que c'est. Ça demande 2 téléphones aussi après, etc. Un article sur le marché gris des 0D. Rien finalement de bien nouveau. Elles sont utilisées pour de l'offensif. Certains apparemment les utilisent soi-disant pour se défendre. Objectivement, je ne vois pas à quoi sert une 0D pour se défendre. Et Mozilla qui a révoqué une autorité de certification turque parce qu'elle ne respectait pas une partie de sa politique. Mais c'est un mouvement qui a été suivi avec Mozilla. Parce que moi, j'ai pas vu Google Chrome. Non, uniquement Mozilla. Mozilla en fait fait des audits. Alors, je crois que c'est tous les 6 mois ou tous les ans des autorités de certification. Et si elles ne respectent pas la politique, comme Orange, on ne travaille plus avec eux. Ensuite, ingénierie en reculant de Skype. Donc la personne qui avait reculé, qui avait reversé Skype et diffusé publiquement la clé RC4 de Skype, donc a été condamné en appel à 6 mois avec sursis. Alors, ils ont pris en considération le fait qu'il était déjà en prison au Canada, en Australie, pour viol sur mineur avec un S. Donc je pense que c'est une partie de la raison pour laquelle sa peine a été réduite. L'article est rigolo parce qu'en fait les nanas apparemment l'appelaient maître, démon roi. Oui, j'ai vu ça. C'est une sorte de gourou en fait. C'est une espèce de gourou. Plus qu'un. Enfin, je sais pas ça si c'est le rien, gourou, mais... il est passé à Reverser ou c'était l'inverse. Je suis pas sûr que les reverse mènent à devenir gourou. J'ai des doutes là-dessus. Sinon, autre actualité très importante, la loi sur le renseignement qui a été adoptée avec une très grande majorité à l'Assemblée. Au même moment, aux États-Unis, une cour fédérale a jugé que l'espionnage massif de la NSA était illégal. Sinon, un certain nombre
l'opérateur ne coopéreront pas, dont France X, et Mozilla aussi qui a écrit un article sur le renseignement, expliquant en fait qu'ils s'y opposent. Tous les acteurs du web s'y opposent, tous les opérateurs, les hébergeurs également. Sur une commission rogatoire, il n'y a aucune chance qu'ils s'y opposent. Et voilà, c'est très bien de dire. dire. Une commission rogatoire, c'est vous dégagez du data center, messieurs, on installe des web qu'on veut. Parce que face à la loi, finalement, tu peux résister jusqu'à un certain point. C'est ce qu'avait fait Yahoo à une époque quand la NSA demandait, je sais pas, le compte d'utilisateur où Yahoo refusait. Il y avait une astreinte. C'est une petite structure, c'est nos échanges dans une petite structure. Moi, j'ai eu le cas dans une ancienne vie en tant que data center. On a eu une commission rogatoire. On a joué les gros bras pendant 20 secondes. On n'en saurait pas. C'est super simple, monsieur, vous évacuez le bâtiment, vous le faire. Oui, tu peux rien faire. Et on peut rien faire. Ça non, mais justement, ça n'a rien à voir. Une commission rogatoire, c'est une action judiciaire. Justement, la justice. Et la justice intervient. Ce qui est scandaleux dans la loi sur le renseignement, c'est que c'est une procédure extrajudiciaire qui est autorisée. Autrement, un juge. Des boîtiers, en fait. Parce que là, la seule défense, c'est au moment où on intervient pour te poser une boîte noire, c'est tu filmes et tu postes ça sur Internet. Mais malheureusement, tu peux rien faire. Bon, et ça aussi, nos amis allemands nous ont espionnés pour le compte des Américains. À peu près 690 000 numéros de téléphone et près de 8 millions d'adresses IP ont été espionnés sur 2 ans pour le compte des Américains. Alors apparemment les Allemands disent oui mais ils nous ont forcés, on était obligés. Alors un article aussi détaille que les Américains cherchaient des informations sur les trafics d'armes en France et en Europe, mais apparemment comme d'habitude c'était surtout pour de l'espionnage industriel. Qui est, pour le rappeler, la première fonction de la NSA. On l'avait présenté avec une revue d'actu de l'OSIR, qui est lorsque la NSA a été créée, le mandat du président était de bien préciser que c'était uniquement pour de l'espionnage industriel. C'est, je crois, dans la 2e ou 3e phrase de la note de création de la NSA. Une jeune femme qui apparemment dirigeait un forum de plus de 35 000 hackers, qui sur la photo est pas si mal. Bien, je veux dire, elle est, voilà. Apparemment s'amuser à pirater les PC de différents particuliers, à prendre le contrôle de leur webcam, à poster des vidéos porno sur leur PC et à finir en prison. C'est sévère. C'est sévère quand même. Sinon aussi, les auteurs de Tor ont présenté l'outil à plusieurs conférences à des policiers belges et hollandais. L'article est intéressant parce que les retours des policiers étaient assez particuliers. Donc il y en a certains qui disaient oui, de toute façon, quand on voit un piratage avec une adresse IP Tor, même si on sait que c'est une adresse IP Tor, donc un nœud de sortie Tor, et que la personne en fait qui possède cette adresse IP n'est pas coupable, on y va quand même, on fait une perquisition pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas utiliser Tor, pour les dissuader. Voilà, qu'apparemment aussi la police hollandaise aurait son propre réseau d'anonymisation. Bon, il lisait l'article parce que j'ai pas tout cité, parce qu'il y a au moins 3-4 pages de retour de ce type-là, et c'est vraiment très intéressant. Et enfin, donc, la cyberstratégie du DOD, donc, du département de la défense américain, apparemment plus d'ouverture, ils vont essayer de communiquer un peu plus, de souffler avec la sécurité intérieure de leur pays, mais aussi avec les armées des autres pays, et surtout ils vont recruter plus de 6000 personnes. Pour défendre, bien sûr. Ça s'appelle le département de la défense, pas de l'attaque. Comme là-dessus. Alors ça, je sais pas, je savais pas dans quelle catégorie le mettre, je l'ai mis là. Je trouvais que c'était intéressant. La police américaine utiliserait des bombes électromagnétiques pour désarmer des bombes. Mais alors, moi j'y connais rien, donc s'il y a des gens dans la salle qui peuvent éclairer, je crois qu'il fait l'explosion nucléaire pour faire un EMP. Non, tu peux pour pas trop cher. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles sur bizarrement des Texans, parce qu'il y a un désert à côté, qui s'amusent dans le désert à monter des équipements qui permettent justement de générer des impulsions électromagnétiques. Et tu peux regarder sur le net, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça. Donc là, tu peux aller avec ton porte-clés EMP. Il faut plus qu'un porte-clés, en fait, il faut beaucoup d'énergie. Il y a eu des conférences par exemple, pour faire tomber la défense, c'est 1000 euros quand même de matos. C'est pas énorme non plus, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et là, en fait, pourquoi ils ont identifié ça, c'est parce qu'ils ont demandé à tous les journalistes qui étaient présents d'éteindre tous leurs appareils électroniques. Mais les éteindre, ça change rien, c'est... Je pense pas. Je pense que quand ils sont pas sous tension, ça les les casse pas. Non. Hein? C'est à mon avis.
Peut-être des recherches à faire. Bon, après, sur les conférences passées à venir, rien de bien nouveau, si ce n'est Elastic. Toutes les places ont été vendues durant la seconde session en 32 secondes, je crois que c'est ça. 4 minutes la première, 4 minutes la première, 32 secondes la deuxième série. Donc, Il y a des gens qui en ont eu, des places. J'ai eu une place, quoi. ouais, vous êtes deux. Petit chanceux. Si vous voulez faire des comptes rendus d'ailleurs, on est preneur. Oui. Il n'y a pas un couscous organisé. si, mais c'est vieille. Alors après, donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Canal+, il y a eu un petit reportage assez court sur la DGSE. Pendant ça faisait 10 ans qu'une caméra ne les avait filmés. Et donc ce qui est rigolo, c'est que dans le reportage, on voit qu'ils utilisent encore Windows XP avec un outil open source pour écouter les écoutes téléphoniques, qui est Audacity. Non, je regardais le bouquin qu'il y avait sous l'écran. Où est-ce que c'était? Je parle sur le. Je regarde. ISO 27000. Ça c'est plutôt intéressant aussi, c'est une étude de Secunia sur un certain nombre de nos clients, sur les outils qui ne sont pas à jour, enfin qui sont à jour et pas à jour sur les sites des entreprises. Et en gros, 65% des lecteurs PDF ne sont pas à jour, enfin comprenez Acrobat, Reader, et 77% des machines Java ne sont pas à jour non plus. Donc ça crée une belle surface d'attaque pour les pirates. Ça aussi c'est plutôt amusant. Facepawn, c'était donc une vulnérabilité 0D qui a été divulguée publiquement par un blog. Le gars a donné le code d'exploitation qui permettait de lire les messages privés de n'importe quel utilisateur Facebook, ce qu'en fait c'est sorti un 1er avril. Et donc le code d'exploitation, il fallait quand même le lire attentivement, et le code d'exploitation renvoyait l'information qu'on essayait d'accéder à un compte au serveur de la personne, qui ensuite a réalisé une carte de tous les pays, de toutes les personnes qui avaient essayé d'utiliser son faux code et sa fausse vulnérabilité. Donc vous avez la carte, c'est assez rigolo. Facebook, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant quand même, c'est que maintenant quand on ouvre les outils de développeurs, tout au début il y a un truc en ASCII art où il est marqué stop, attention, ne copiez pas n'importe quoi ici. Parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui, pour voler des sessions Facebook, marquaient des messages en disant débloquer telle fonction en allant dans les outils développeurs et taper tel code, sauf qu'en fait ça va envoyer leur cookie ou un truc du style. Donc maintenant il y a clairement un panneau qui s'affiche dès que tu ouvres la barre d'outils développeurs, c'est plutôt pas mal. Bon, les antivirus, ça baisse le niveau de sécurité des postes. Pareil, après, c'est pareil, pas très intéressant. Bon, ça c'est amusant, c'est American Airlines qui n'a pas pu faire décoller les avions du fait d'une panne d'un iPad, parce qu'en fait l'application qui gère les plans de vol est une application pour iPad, et panne de l'iPad égale avion au sol. Et donc ça on en parlait juste avant, c'est la chirurgie robotisée. Le fait est que ça inquiète pas mal le monde de la sécurité vis-à-vis de pirates potentiels de ce type d'équipement. C'est quand même la vie humaine qui est en jeu. Ouais. Ensuite, il y a un petit blog sur les objets connectés. Alors, on est dans la partie 3, donc je précise, qui est assez rigolo. En fait, c'est juste une liste de tous les objets connectés les plus invraisemblables, et il y a beaucoup d'exemples. Donc, ça vaut le coup de regarder. La BBC. Ah, la BBC, non, c'est simplement dire, il n'y a pas que pour TV5 Monde, que quand il y a un reportage, il y a des mots de passe qui passent à la télé. C'était le cas aussi sur un reportage de la BBC, et c'était dans un centre de supervision des trains, et voilà. Sachant que c'était Password 3 le mot de passe. Et ça, nous en parlions tout à l'heure dans l'intervention de la façon dont j'ai oublié le nom, concernant le skimming. Et donc là, effectivement, une équipe de criminels a été arrêtée avec la complicité de chauffeurs de taxi, où justement ils utilisaient des faux terminaux de paiement pour récupérer les données de la carte bleue pour ensuite les réutiliser. Oui, alors le deuxième aussi, c'est pour dire que tous les criminels numériques ne sont pas forcément très intelligents. En fait, ça c'est un article qui détaille les bras cassés, l'article dit les bras cassés de la criminalité, de la cybercriminalité, où en fait beaucoup racontent leur vie sur les forums, se font escroquer par d'autres escrocs pour essayer d'apprendre à devenir un criminel et achètent des fausses formations qui servent à rien. Ou envoient des photos d'eux pour prouver que c'est bien eux qui ont de la drogue et des armes, avec de l'argent, avec la photo de leur visage. C'est ridicule. Ça peut intéresser les gens passionnés, c'est que les bornes d'arcade Capcom ont enfin complètement été reversées, ce qui n'était pas le cas précédemment, les émulateurs étaient partiels. Road Strike, c'est une entreprise américaine qui en gros pirate les pirates. C'est-à-dire que si vous êtes piraté, vous les appelez et ils viennent vous défendre en piratant les pirates.
Vous avez fait plusieurs démonstrations d'arrêt, d'attaque de botnet en live, en direct durant des présentations, où ils coupaient les attaques en allant communiquer avec le serveur de command and control, et apparemment là ils ont fait peur aux Chinois, en décourageant les attaquants chinois lors d'une réponse à un incident. Ils sont forts. J'ai vu une société qui vend des boîtiers anti-DDoS Prolexic. Oui, Prolexic. Eux, ils ont pas, dans leur discours commercial, c'est pareil, ils ont des captures d'écran de chat IRC où les gens disent « Oh non, ils sont protégés par Prolexic, on passe au suivant. » C'est moyennement crédible. Surtout qu'en fait, la protection, tu l'actives. Donc non, tu peux être en always on et... Prochaine réunion, donc mardi 9 juin. Et l'afterwork, le prochain n'a pas encore été déterminé. Mais le sera prochainement.